Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi pour le traditionnel tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. De quoi allons-nous parler? Eh bien de beaucoup de choses. D'une part, la Banque centrale du Japon avec un statu quo monétaire, c'était dans la nuit de mardi à mercredi et ça a globalement plutôt affaibli le yen. En tout cas, il y avait un certain nombre d'opportunités sur certaines paires en yen, mais c'est pas non plus extrêmement volatile, il faut le reconnaître. Ce matin, deux choses concernant le Royaume-Uni et la livre sterling, la monnaie britannique, à la fois un rapport sur le marché du travail au Royaume-Uni et en même temps les fameuses minutes de la Banque d'Angleterre. Alors ces mêmes minutes que la Banque Centrale Européenne va initier pour la première fois de son histoire demain à 13h30. Et puis bien sûr ce soir, le même type de compte-rendu de la part de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc la Banque Centrale du Japon, le tour d'horizon des paires en yens, je vous l'ai proposé hier sur la base des graphiques intraday en données 4 heures. Je vais revenir sur justement ces paires en yens. La livre sterling qui est recherchée, alors c'est le cas depuis la semaine dernière et la publication par la Banque d'Angleterre d'un rapport sur l'inflation qui était plutôt optimiste mais à horizon 2 ans. Ce matin, qu'est-ce qu'il faut retenir de la Banque d'Angleterre? D'une part que, sans surprise, car c'était déjà le cas l'année dernière, 2 membres sur 9 du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sont en faveur d'une hausse des taux d'intérêt en 2015, alors qu'au fond, je pense que cette hausse de taux n'interviendra pas avant l'année 2016, mais ça c'est une appréciation personnelle, je dirais. Mais en tout cas, c'est de nature à soutenir la livre sterling, poursuite de la baisse du taux de chômage au Royaume-Uni, taux de chômage qui, au mois de janvier, passe à 5,7% de la population active. Et à l'instant, nous venons de prendre connaissance de statistiques industrielles aux États-Unis, légèrement en retrait du consensus. Voilà donc pour l'introduction fondamentale, c'est terminé. Vous avez tous pu remarquer que les marchés actions européens sont soutenus par le secteur financier et plus particulièrement le secteur bancaire avec Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas qui se comportent très bien au sein de l'indice CAC 40. Avertissement légal, je vous invite à en prendre connaissance, vous pouvez le lire, vous en avez le temps. Cette présentation elle est réalisée à titre purement indicatif et d'autre part ici ne se trouve et ne se trouvera jamais aucun conseil d'investissement. Alors vous êtes à nouveau sur la plateforme de trading MarketScope 2.0, donc l'outil graphique de la Trading Station, la plateforme téléchargeable de FXCM, avec comme d'habitude ce tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Alors le calendrier économique, vous en avez pris connaissance et vous avez tous, comme moi, constaté les statistiques industrielles que le marché juge décevantes aux États-Unis. Simplement pour illustrer les différents points fondamentaux que je viens d'évoquer, en bref et très rapidement car je ne vais pas entrer dans le détail. Voici ce que nous pouvons retenir ce matin du rapport de l'Office national des statistiques britanniques, à savoir la poursuite de la tendance baissière du taux de chômage au Royaume-Uni, 5,7% de la population active à la recherche d'un emploi sur cette période qui s'étend du mois d'octobre au mois de décembre, en tout cas c'est la période d'études. Voilà en tout cas une amélioration continue du marché du travail britannique. Donc ça c'est une première chose. En ce qui concerne les minutes de la Banque d'Angleterre, je vous invite à vous rendre directement sur le site de la Banque d'Angleterre. En ce qui concerne les marchés actions européens. Alors, en ce qui concerne, pardonnez-moi, la Banque centrale du Japon, rien n'a changé globalement. Alors, on va pouvoir faire un tour d'horizon d'analyse technique de ces paires en yens. Et enfin, en ce qui concerne aujourd'hui les marchés actions européens, et plus particulièrement le CAC 40, c'était un secteur qui n'avait pas réellement participé à la progression des marchés actions européens au mois de janvier, le secteur bancaire. C'était assez surprenant d'ailleurs, mais il y a toujours une forme d'inquiétude sur ces valeurs-là. Vous avez sous les yeux un histogramme qui représente au sein du CAC 40 la part des titres financiers au sein du CAC, pour un total donc de 14,36%. BNP Paribas 5,34%, c'est la banque qui performe le moins en performance annuelle au sein de l'indice CAC 40, AXA 13,93%, et je dirais les deux stars bancaires du CAC 40, puisque ces titres gagnent plus de 15% depuis le début de l'année, Société Générale et Crédit Agricole, et aujourd'hui c'est Crédit Agricole qui mène le CAC 40. Voilà donc un secteur qui est bien représenté dans l'indice parisien et qui permet à l'indice CAC 40 de toujours bien se comporter sur les marchés financiers. Pas de graphique de long terme cet après-midi, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais plutôt des graphiques intraday sur les indices boursiers, les matières premières, le Bund et les paires de devises majeures. Alors par quoi allons-nous commencer? Commençons par, et je dirais évacuons
directement le sujet de l'indice CAC 40 et des marchés actions européens. Tout ce que je vais dire ici pour le CAC 40, où j'aurais pu utiliser l'Eurostoxx 50 ou le DAX, vaut pour l'ensemble de ces indices, puisqu'ils ont globalement la même construction technique. Moi, c'est un graphique que je vous ai présenté hier sur le CAC 40 et qui se trouve aussi sur notre site. Je pense que le son l'image fonctionne normalement, même si personne ne me l'a précisé dans la file commentaire, mais sinon quelqu'un s'en serait inquiété. Alors moi j'étudie en fait simplement cette jambe de hausse que le marché avait construit entre le 15 janvier et le 26 janvier, et puis je la reporte au point bas du 28 janvier, et j'obtiens des extensions, des niveaux. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est le point bas de la semaine, 4686, l'extension de 0,236. Il est vrai qu'hier je pensais que le marché allait plutôt être dans un range. J'envisageais, il est vrai, plutôt une phase latérale, voire légèrement baissière, en tout cas un retour sur support un peu plus prononcé sur le CAC. Mais en fait, rien n'arrête ces marchés, puisqu'aujourd'hui ils reçoivent le soutien du secteur bancaire. Cependant, par rapport au niveau actuel, je reste quand même assez mal à l'aise et je me dis qu'à un moment ou un autre pourra intervenir un vrai pullback. Un vrai pullback, c'est quoi? Un retour sur les tops de 2014 à 4598. Mais pour l'instant, eh bien, le marché a donné un signal en franchissant les 4770 points. Donc c'est bullish, et j'ai presque envie de dire que 4770 est un nouveau support de la tendance. Lorsque vous étudiez l'indice Eurostoxx 50, qui est le benchmark international pour juger des perspectives techniques des actions européennes, eh bien cette semaine, l'Eurostoxx 50 a tout simplement rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours. Alors, cette moyenne mobile à 20 jours, vous pouvez aussi la représenter sur l'indice CAC 40. L'Eurostoxx 50, souvent je vous présente des vues de marché dessus parce qu'il permet justement de bien évaluer l'arbitrage géographique en faveur des actions européennes. Mais je vous rappelle que l'Eurostoxx 50 est disponible sur la plateforme MarketScope. Alors voilà, c'est pas uniquement pour illustrer justement la performance de l'Eurostoxx 50, mais d'une certaine façon, l'Eurostoxx 50 est un véhicule d'investissement qu'on peut trouver, selon l'analyse technique, un peu plus propre que le CAC 40. Voilà en tout cas ce que moi je peux vous proposer ici sur le CAC 40 avec peu de nouveautés depuis hier, et toujours finalement assez gêné par le fait qu'à un moment ou un autre on peut s'attendre à un pullback un peu plus profond. Pourquoi aujourd'hui le CAC fait de nouveau plus haut alors que le DAX ne parvient pas à franchir les 11 000 points? Tout simplement parce que le DAX est essentiellement pondéré en grosses valeurs industrielles, et le secteur dominant du DAX c'est le secteur auto, le CAC lui c'est le secteur bancaire. Donc voilà ce qui peut expliquer sur le très court terme cette ce meilleur comportement relatif du CAC. Donc toujours de la prudence par rapport au niveau atteint, avec la possibilité à un moment ou à un autre d'avoir un vrai mouvement de retour, car aujourd'hui eh bien, le DAX ne donne aucun signal. C'est un fait, aujourd'hui le DAX ne donne aucun signal, toujours sous les 11 000 points, dans une espèce de range avec une pente légèrement ascendante. Aujourd'hui, donc pas grand chose à dire sur ce DAX qui en soi ne présente, selon moi, en tout cas sur cet horizon de temps, pas d'opportunité. L'Eurostoxx 50, c'est la même chose, je suis assez gêné par rapport aux niveaux qui sont atteints. On retrouve ici cette fameuse MM20. Alors dans cet indice, il y a justement des valeurs bancaires, mais aujourd'hui forcément on a fait des nouveaux plus hauts, on a fait 3472, mais voilà, c'est pas non plus des cassures franches et massives. Je suis toujours assez gêné. Je me dis toujours qu'à un moment ou à un autre, on peut avoir un vrai pullback et revenir tester 3330 points, donc 4006 sur le CAC. Mais pour le moment, cette phase de consolidation un peu plus large n'intervient pas. Alors, on fait une espèce d'inertie haussière. Chaque jour, le CAC, le Stoxx 50 grappille des points sans avoir de mouvement réellement franc et massif. Et au final, celui qui est le plus propre, finalement, c'est le CAC qui aujourd'hui franchit ses 4770. Est-ce que c'est déjà un niveau de support? C'est vraiment intermédiaire comme niveau, c'est vraiment très intermédiaire, donc c'est vraiment compliqué de répondre. Mais en tout cas, voilà, le trend reste là et 4770 fait peut-être déjà partie des niveaux de support du CAC 40. Alors, dans les indices européens, il y en a un certain nombre qui m'intéressent. Objectif atteint sur le MIB, je tiens donc à dire objectif atteint sur le MIB. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le 25 janvier, j'annonce viser 21 478 points. Et aujourd'hui, le MIB a fait 21 478 points. Donc, c'est un objectif de cours atteint pour un des indices qui performe le mieux depuis le début de l'année.
Lorsque vous comparez la performance en year-to-date du DAX, du CAC, du MIB, de l'Eurostoxx 50, du FTSE, de l'IBEX, les leaders, c'est le DAX, le MIB et le CAC. Donc, c'est un objectif atteint et j'aurais tendance à dire maintenant que le MIB est sous résistance et qu'il faut sérieusement prendre des bénéfices. En tout cas, j'avais une vue de marché qui consistait à défendre à l'époque un triple creux sur les 17 500 points avec ici le franchissement de la ligne de coup sur les 20 186. C'est désormais un objectif atteint et je pense que nous avons sur le MIB un nouveau support. Alors la hausse n'est pas terminée, mais cependant on peut pullbacker maintenant peut-être en direction de ces 21 059. Alors voilà en tout cas pour le moment ce que je peux vous dire sur ce marché qui reste de toute façon très bien orienté. Et puis on a ici donc une ligne de tendance haussière qui est très attractive. Et clairement, eh bien, en l'état, je pense que ce marché peut rejoindre tout à fait lors des prochaines semaines un niveau proche des 22 000 points. Donc s'y intéresser me contacte d'un niveau de support. Et je dirais que le tout premier niveau de support chartiste se trouve maintenant sur les 21 300 points. Donc voilà, il y a sur les marchés actions internationaux, depuis le début de l'année, un arbitrage géographique qui est favorable aux actions européennes. Au sein des marchés actions européens, les indices n'ont pas forcément tous le même comportement. Et aujourd'hui, eh bien, clairement, le MIB, le CAC ont fait des nouveaux plus hauts, ce qui n'est pas le cas du DAX, pour des raisons de composition sectorielle que j'ai tenté de vous expliquer en début de webinaire. C'est le même cas de figure pour l'IBEX, qui lui aussi commence réellement à prendre une forme graphique attractive. Alors, voilà pour les marchés actions européens. Pour les marchés actions US, vous le savez, nous avons fait un choix chez DailyFX France, c'est de se concentrer sur le Nasdaq, car c'est l'indice le plus performant, et notamment l'indice Nasdaq 100, depuis un signal qui a été donné le 10 février, la cassure haussière de cette ligne de tendance, et depuis les signaux positifs se sont succédés. Le dernier en date, c'est la cassure des sommets de 2014 à 4350. Attention, je vous invite à surveiller cette ligne de tendance haussière. Je pense désormais que le marché va faire un flat au-dessus des 4365. C'est un support. 4365, c'est un support. On peut imaginer une dérive latérale jusqu'à ce que les cours prennent appui sur cette ligne de tendance et repartent vers de nouveaux plus hauts. Donc au sein des marchés actions US, c'est clairement l'indice qui a notre faveur. Sur le plan d'analyse technique, ici, donc le Nasdaq 100 à Wall Street, c'est limpide, c'est propre. Voilà, à un moment ou à un autre, lorsqu'on a quelque chose d'assez net comme ça, eh bien, il faut tenter d'en profiter. Voilà pour les marchés actions internationaux. Bon, après, il y a le Nikkei, il y a la US 200, il y en a plein d'autres en fait. Moi, je les suis, ces indices. Si ça vous intéresse, laissez-moi une question dans la file commentaire. Le dollar, c'est un range cette semaine. Après plutôt une impulsion baissière la semaine dernière, c'est un range cette semaine entre 11 769 points et 11 810 points, qui est plutôt propice à des stratégies positives sur les paires en dollars, avec notamment le GBP USD. Alors, bon, ok, c'est essentiellement aujourd'hui du fait du GBP. Alors ce matin, quand je suis arrivé au bureau, je me suis tout de suite précipité dans le forum DailyFX en postant cette ligne de tendance haussière sur le câble. Voilà, je suis arrivé au bureau ce matin, nous étions là. Et j'observe justement une ligne de tendance haussière sur le GBP USD. Je me dis, bon, c'est de l'analyse technique et forcément, c'est pas évident de l'utiliser, sachant que 2 heures plus tard sont attendues les fameuses minutes de la Banque d'Angleterre et les chiffres de l'Office national des statistiques concernant le marché du travail. Cependant, force est de constater que la livre sterling est sur un très bon trend depuis le début du mois de février, même face au dollar. On a rebondi sur cette ligne de tendance, mais on n'a pas pour autant cassé de résistance aujourd'hui. À savoir que voilà, la livre sterling, elle a rebondi sur cette ligne de tendance, mais elle n'a pas encore franchi les 1,5440. J'aimerais réellement la voir franchir les 1,5440 pour envisager ces objectifs de cours que nous vous avons proposés la semaine dernière à 1,55 et 1,5560. Est-ce que le GBP USD finira par réaliser une cassure haussière des 1,5440? J'ai envie de dire que par rapport à la tendance observée depuis le début du mois, il y a une probabilité intéressante que cela arrive. Donc, pour le moment, le signal n'est pas donné.
Nous sommes dans une compression, je dirais, entre 1,5440 et cette ligne de tendance haussière, mais j'ai bon espoir qu'une extraction haussière finisse par intervenir. L'euro-dollar, c'est plus compliqué. Vous avez une étude sur notre site qui explique que nous sommes dans l'attente d'un signal. Bon, malgré tout, on a une ligne de tendance là aussi depuis le 25 janvier. Elle a bien fonctionné en début de semaine. Lorsque nous vous avons proposé une stratégie de positionnement, on a atteint 1,1440. Et depuis, ce marché s'installe dans un range. L'euro-dollar s'installe dans un range entre 1,1380, MM20 et 1,1440. Voilà, c'est vraiment pas évident. Ce n'est probablement sur le court terme pas la paire en dollars la plus directionnelle. Et finalement, le range que fait l'euro-dollar me fait tout à fait penser au range du Dow Jones FXM Dollar Index entre 11 770 et 11 810. Les choses vont probablement se débloquer ce soir. Ce soir à 20 h, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Cela peut être un catalyseur à la sortie du range du dollar index et à la sortie du range de l'euro-dollar. Alors comment ça va se passer ce soir? En clair, si le dollar index cassait la résistance à 11 810, ce serait clairement, je pense, un signal de vente sur l'euro-dollar. Par contre, ce qui serait vraiment négatif sur le dollar, ce serait de le voir casser ce support ici à 11 769. Et pour le moment, c'est vrai que nous sommes dans cette position d'attente, dans un range, dans l'attente de la publication donc de ces minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Les minutes, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport très complet sur les perspectives. Moi j'ai lu ce matin celui de la Banque d'Angleterre, mais c'est presque en soi une étude de marché. C'est une étude de marché qui est faite par des banquiers centraux et qui est très claire, très limpide. C'est très plaisant à lire d'ailleurs. Et en tout cas voilà, pour le moment malheureusement, nous sommes vraiment dans l'attente d'un signal ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index et sur l'euro-dollar. Par contre je pense que sur le GBP USD, si ce soir le dollar américain devait être sous pression, nous pourrions avoir une nouvelle cassure haussière sur le GBP USD. En tout cas, le GBP USD, il est dans les starting blocks sous les 1,5440 et nous verrons bien pour la suite des événements. Alors, la livre sterling, elle est soutenue depuis ce matin. Quant au JPY, hier, j'avais plutôt anticipé qu'il soit neutre. Je dirais un facteur neutre parce que finalement la BOJ n'a rien changé. Le GBP Yen, je vous le propose depuis le début du mois de février et hier, dans le tour d'horizon des paires en Yen que je vous ai proposé ici, rappelez-vous, j'avais fait une hiérarchie des paires en Yen et j'avais mis en numéro 1 le GBP Yen, en numéro 2 le CAD Yen. Alors, on va voir de quoi s'agit-il maintenant. Je pense avoir globalement bien anticipé le rebond du GBP Yen sur le support à 141,69, qui est ce niveau-là horizontal. J'ai le sentiment, mais là aussi il faut confirmer en cassant les 1,54, les 184,20, mais je me demande si on n'a pas eu un pré-signal haussier, parce que le GBP Yen a cassé cette ligne de tendance baissière. Alors je vous l'ai mis ce matin dans l'article que je vous ai proposé sur la livre sterling, mais voilà, j'ai ce pressentiment basé sur un pré-signal technique que le GBP Yen va tout simplement un jour exploser à la hausse, comme c'est déjà le cas en fait, depuis le début du mois de février. Donc, je pense qu'on a un pré-signal intéressant qui a été donné ce matin à la cassure des 183. Et maintenant reste, pour ouvrir vraiment 300 pips de hausse supplémentaire, reste à franchir les 184,20. Alors qu'est-ce que je vous recommande, sachant qu'ici il n'y a pas de conseil d'investissement, c'est quoi? C'est soit vous êtes positionné depuis hier le support majeur, soit vous patientez une cassure haussière des 184,20. Pourquoi patienter? Car si on casse le niveau, ça devient support et un pullback peut intervenir. Ces fameux pullbacks où parfois je me vois reprocher le fait qu'ils n'interviennent jamais. Or faux, les pullbacks arrivent très souvent. Et j'essaye parfois de sélectionner des exemples pour vous montrer que cela peut intervenir. Donc le GBP Yen reste de loin la paire en Yen qui a ma préférence. Le CAD Yen, alors le CAD Yen, j'ai une première target qui a été atteinte à 96. C'est une chose. Je visais 97. Maintenant, la question que vous vous posez, faut-il exploiter les 95,50 en tant que niveau de support pour une stratégie positive? Il va falloir se rapprocher du pétrole.
et notamment de l'étude du Yucca Oil et du Brent. Le Yucca Oil, il est en effet depuis hier sous l'impact d'une div H4. J'anticipais plutôt un pullback sur 58,50 et j'aimerais voir la MM 20 jours ici venir attraper par en dessous le Brent. Pour le moment, le pullback n'est pas très profond. La divergence est épurée à plat. Ça m'intéresse lorsqu'une divergence est épurée à plat. Qu'est-ce que ça veut dire épurée à plat? Ça veut simplement dire que la divergence ne provoque qu'un range. Donc c'est plutôt favorable. Donc pour le moment, je n'ai pas la réponse. J'aurais tendance à dire que le Brent tente de former un support à 60$, mais il y a la possibilité, à un moment ou à un autre peut-être, d'aller chercher 58,50 et la MM20. Donc, pour finalement vous répondre, j'ai envie de répondre par, en fait, plutôt l'affirmative en ce qui concerne le CAD Yen. Et j'aurais tendance à penser que les 95,50 sont un niveau de support. On a d'ailleurs cette ligne de tendance. Voilà, donc voilà à peu près la lecture que je pourrais vous proposer sur le CAD Yen. Exploiter cette ligne de tendance haussière qui se déploie depuis le 30 janvier. Bon, qui correspond à une zone support, je dirais, comprise entre 95,40 et 95,50, pour envisager une impulsion, cette fois-ci, en direction des 97 yens. Voilà la vue de marché que je peux vous proposer dessus. Et l'USD Yen, qui était la numéro 3, hier dans mon classement. Alors elle n'aurait pas dû être la numéro 3, car finalement elle a été quand même plus performante que le CAD Yen. L'USD Yen tient un support à 118,30. Un support à 118,30. Mon biais restait de toute façon positif au-dessus de ce support, mais je conserve, j'ai toujours une préférence pour le GBP Yen parmi l'ensemble de ces paires en Yen. Donc, mais bon, au-dessus des 118,30, tendance positive, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tendance positive au-dessus de ces 118,30. Alors, voilà pour ces paires de devises là. Parmi les paires majeures, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, la UD-USD. Bon, la UD-USD s'installe en fait dans un espèce de range de 200 pips. Voilà, concrètement, je pense qu'on s'est installé dans un range de 200 pips entre 0,7630 et 0,7850. Bon, j'envisageais quand même une capacité des cours depuis les 0,7720 rejoindre les 0,7850. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça reste un range. Je dirais que je n'ai pas là réellement de choses à proposer. Alors, si vraiment on pousse le chartisme loin, on a peut-être maintenant ce type de canal. Alors, je pense qu'en données horaires, ça rend un peu mieux. Mais ici, j'utilise les graphiques en données 4 heures. On peut envisager ce type de trend. Mais bon, en termes de volatilité réalisée, volatilité réalisée c'est quoi? C'est l'amplitude que vous constatez ici au quotidien. C'est assez mou, hein, c'est clairement assez mou ici, la UD USD. Le NZD USD est probablement sous une bonne résistance. Je pense que le NZD USD revient au contact d'une résistance. Alors, la résistance horizontale c'est 0,76, mais regardez ici, vous aviez à l'époque une ligne de tendance qui attrapait tous les bas de marché. J'ai le sentiment que le NZD USD teste une résistance désormais. Voilà, c'est un fait. Donc, qui dit résistance, pourquoi pas stratégie de vente sous les 0, avec un stop au-dessus des 0,7550. Pourquoi pas. Alors, je vous ai parlé de la UD USD et du NZD USD. J'imagine que vous avez peut-être des questions sur la UD NZD. Alors, je vais tenter d'y répondre. Les choses commencent à s'améliorer, mais ça reste toujours compliqué. Bon, forcément, on reteste le plus bas de l'année, 1,0350. On a d'ailleurs fait une fausse cassure, on le reprend. Ce qui serait vraiment un signal positif, ce serait de casser à la hausse, je dirais, les 1,04. Je pense que si le marché parvient à rebriser les 1,04, allez, l'ultime confirmation, refranchir à la hausse les 1,0430, là on aurait un signal. Pour le moment, le signal n'est pas réellement donné. Il y a aussi sur le RSI H4
pattern ici que je surveille, et d'une certaine façon on peut avoir l'impression que nous avons en l'état un pré-signal, mais bon, je suis toujours un peu dérangé par ce cross de devise, mais en tout état de cause, bon bah voilà, hein, tant qu'on tient de toute façon c'est un 0,350, pourquoi pas espérer. Je dirais que pour envisager un mouvement de progression comme on a eu les 3 premières semaines de janvier, il faudrait vraiment franchir les 1,04, les 1,0430. Donc un stand-by, mais à surveiller forcément vu le niveau en question. Voilà donc pour les paires majeures. J'ai dû laisser de côté l'USD CAD. Alors justement, je ne vais pas le laisser de côté plus longtemps que ça. Bon, l'USD CAD, il tient un support horizontal, mais je suis toujours dérangé par le fait que c'est en fait devenu un espèce de range depuis le 30 janvier. Et je ne sais pas quand est-ce que ce range va se terminer. J'ai quand même le sentiment qu'on devrait toujours tenir un 23,12. Et encore, hein, faut jamais dire toujours. Les cours sont passés sous la MM20. Trouve aujourd'hui un support à 1,2378, mais sont couverts par la MM20. Je suis toujours mal à l'aise sur le court terme en fait, sur ce cross. J'ai pas encore de sentiment que ça pourrait redémarrer dans l'immédiat. Alors c'est vrai que lorsque j'étudie le graphique en données journalières, ça commence à donner l'impression qu'on fait un creux sympathique, notamment le RSI journalier du SD4 commence à revenir dans une zone intéressante. Bon, au-delà de toutes les considérations, 1,2320, 1,2375, c'est un bon support. Voilà, c'est cette zone-là, c'est un bon support. Donc uniquement en utilisant l'analyse technique, j'aurais envie de dire que elle est attractive cette zone pour une stratégie d'achat, hein, forcément dans le sens de la tendance de fond. Donc voilà, mais voilà, c'est potentiellement ce que je peux ici vous proposer. Toujours plutôt un biais positif. Au-dessus de c'est un 23,12, un 23,78. Alors, je pense qu'on a passé en vue de toutes les paires majeures. Les indices boursiers, je vous en ai montré un certain nombre. Si vous souhaitez que j'évoque d'autres indices, eh bien vous laissez un commentaire et vous me posez la question. Le Nikkei 225, j'ai anticipé cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, dans un article, la cassure des sommets de 2007, c'est fait. Le Nikkei 225 a cassé ses sommets de 2007, c'est un signal d'achat, un signal de poursuite de la tendance. Alors, il y avait un pré-signal qui avait été donné sur le Nikkei dès le début du mois de février, mais en l'état, nous avons, grâce au maintien des conditions monétaires de la Banque centrale du Japon, un signal d'achat qui a été donné par le Nikkei. Donc forcément, le fait de voir le Nikkei réaliser une cassure haussière des 18 093 points, c'est très bon signe, je dirais, pour l'appréciation de certaines paires en yens, et notamment le GBP yen. Donc, plus que jamais, vous le savez, le Nikkei il est porté par tout un tas d'éléments. Il y a aussi même un fonds de pension au Japon qui achète directement des actions du Nikkei. C'est un signal d'achat, un nouveau signal d'achat qui est donné ici sur le marché actions japonais. Et qu'est-ce qu'on peut viser? Eh bien, tout simplement, je pense que le Nikkei sera en mesure cette année de rejoindre les 20 000 points. Voilà, 20 000 points, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait abordable comme objectif de cours. Donc, désormais sur le Nikkei se trouve un nouveau support à 18 093 points qui peut être exploité pour une stratégie de positionnement à l'achat sur pullback, sur repli. Alors je crois d'ailleurs que j'ai dû vous la proposer cette semaine, cette stratégie sur le Nikkei. Je vais aller la chercher parce que je me demande ce que j'avais dû raconter précisément à l'intérieur. Voilà, Nikkei 225 lundi 16 février. Lundi 16 février, nouveau test des sommets de l'année 2007. Alors je reprends mon graphique, qu'est-ce que j'indiquais? Donc, le sommet de l'année 2007 se situe, alors attention, le sommet de l'année 2007 se situe à 18 300 points. Alors, est-ce que je vous ai dit une bêtise? En fait, on a franchi les sommets de l'année 2014. 18 300 points, ce sont les sommets de l'année 2007.
Donc nous sommes là actuellement, oui, en train de tenter de franchir les sommets de l'année 2007, qui sont à 18 300. Donc là, le Nikkei, en fait, il teste une résistance, hein, mais il a quand même cassé à la hausse les sommets de décembre 2014. Et j'aurais plutôt tendance à croire que c'est un pré-signal pour franchir les sommets de l'année 2007. Donc, voilà. Ça reste finalement un des indices boursiers les plus intéressants à acheter sur support, à l'image du Nasdaq, par exemple. Parce que ce sont tout simplement des indices qui parviennent à franchir d'importantes résistances historiques. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces indices boursiers. L'eurodoll, voilà, c'est en attente d'un signal, j'ai pas grand chose à vous dire, toujours sous les 1,1440 au-dessus des 1,1380. Bon voilà, il n'y a rien là sur l'euro-dollar de réellement attractif. Moi c'est vraiment le GBP USD que je surveille, et notamment les 1,5440, car si on franchit les 1,5440, je pense que le GBP peut rejoindre 1,55 et au-delà. L'euro GBP, tous les jours, ne fait que malmener les 0,74. Un coup, il va 40 pips au-dessus, le lendemain, il va 40 pips en dessous. Ça devient une espèce de range légèrement baissier. Je n'y vois pas grand-chose à faire. Bon, des paires de devises, il y en a d'autres. Si elles vous intéressent, laissez traîner vos questions. Je vais maintenant m'intéresser aux métaux précieux. En bref, le platine teste toujours le fameux support majeur. C'est un support de très long terme, et je pense que la clôture de la semaine sera très importante. Si nous avions quelque chose qui s'apparente à une mèche basse, si le support tenait cette semaine, ce serait tout à fait intéressant. En ce qui concerne les métaux, je surveille le cuivre. Le cuivre va probablement donner un signal d'achat que j'attends depuis très longtemps, mais pour l'instant ce n'est pas encore acquis. Je m'intéresse au cuivre depuis le support des 2,53 $, et je surveille un niveau d'accélération à 2,63. Sur les cours du cuivre, alors sur les cours du cuivre, le niveau des 2,63, on peut le considérer comme une espèce de ligne de coup d'une pattern de creux. Et je pense que si on franchit 2,63, ce sera pour rejoindre 2,80. Donc j'attends toujours qu'on donne le signal, et je m'y intéresse depuis le support ici à 2,53. L'or, vous avez un article sur notre site qui est très complet. Hier, c'est un signal de vente qui a été donné à la cassure des 1216. Je pense que dans un premier temps, l'or peut rejoindre la ligne de tendance en place depuis le 7 novembre. Elle passe aux alentours des 1190. J'aurais tendance à dire que sous les 1216, il y a clairement un risque de repli sur le court terme en direction des 1190 $. Et vous avez sur notre site quelque chose de beaucoup plus vaste sur les perspectives, notamment fondamentales, de l'or. Voilà. Les métaux précieux, ils ont peut-être piégé un peu tout le monde. On en parlait avec justement mon collègue Adrien en janvier. Parce qu'en janvier, les métaux précieux se sont enflammés. Et en fait, déception parce que ça n'a absolument pas confirmé en février. Donc, un article sur le site revient justement sur les raisons fondamentales qui montrent qu'au fond, il n'y a aucune raison justement de fond de voir les professionnels se positionner massivement sur les métaux précieux. Voilà, donc peut-être un piège à confirmer, mais peut-être un piège en janvier sur ces métaux précieux. Alors voilà, mon tour d'horizon en clair, il est terminé. Un mot tout de même sur le Bund. Je pense qu'il existe toujours un niveau de support intéressant sur le niveau des 157,80. Je pense qu'en fait nous faisons un rectangle avant une nouvelle impulsion haussière. Ici sur le Bund. Alors, est-ce que nous avons aussi une ligne de tendance haussière qui sera attractive? Nous pouvons avoir aussi ce type. Alors, je la trace rapidement, hein, c'est vraiment une vue de chartiste, mais nous pourrions avoir aussi ce type de ligne de tendance, alors qui vient justement renforcer à peu de choses près ce niveau horizontal. Bon,
lorsque j'étudie toujours ce contrat de taux, voilà, j'aurais tendance à dire que nous sommes dans une sorte de range. Nous sommes dans une sorte de range. Et donc 157,80. Et puis je vais ajuster la ligne de tendance là, elle est mal mise, voilà. Voilà, 157,80 et cette ligne de tendance me semble être quelque chose d'intéressant à exploiter pour se positionner sur ce marché. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment sur la base d'un graphique intraday quelque chose qu'on peut surveiller sur le Bund. Et c'est-à-dire qu'à l'issue de ce range, qu'est-ce qu'on peut viser? Je vais attraper ici la jambe, je la reporte au point bas de la conso, et j'aurais envie de dire que se positionner sur du 157,80 permet à terme de viser du 160 et du 161. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut envisager sur le Bund. Voilà donc, chers auditeurs, pour le contenu de ce point de marché, c'est désormais terminé. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, question sur le franc suisse. Tiens, ça fait en effet longtemps, très longtemps d'ailleurs, que je n'ai pas évoqué la destinée du franc suisse. Je vais, promis, reprendre le suivi du franc. Je vais en reprendre le suivi. Bon. Est-ce que j'ai quelque part ici le franc suisse? Alors écoutez, je vais l'ajouter. On va reprendre un petit graphique vierge de l'euro CHF. Ce qui est très dérangeant sur l'euro CHF, c'est quoi? Ce qui est très dérangeant sur l'euro CHF, c'est l'incertitude de la politique monétaire que souhaite pratiquer la Banque nationale suisse. Pourquoi est-ce dérangeant? Parce que pendant 3 ans, on affirme que le seuil des 1,20 va rester en place. Pète et ongles, on défend, et puis finalement l'abandonne. Et puis pour finalement, quelques jours après, dire qu'elle envisage peut-être des bandes de fluctuation entre 1,05 et 1,10. Bref, il y a de toute façon une forme d'incertitude latente désormais sur ce que s'apprête à faire la Banque nationale suisse. Et forcément, ça donne pas envie de proposer des stratégies de trading. Alors après, vous me posez une question d'analyse technique sur l'euro CHF. Moi, je veux bien vous répondre. Mais alors, cette présentation, elle est à titre indicatif, vous le savez, pas de conseil d'investissement. Mais alors, sur le franc, clairement, l'incertitude monétaire, elle est énorme. Mais d'un point de vue technique, en effet, l'euro CHF forme un support à 1,0640. Voilà, c'est un niveau horizontal, 1,0640. C'est vrai qu'on a tendance à observer une reprise, mais voilà, justement, voilà, 0,640. C'est un niveau de support. Par contre, voilà, je n'envisage et ne propose d'ailleurs aucune vue de marché spécifique sur cette paire de devises. Alors, je vais reprendre le GBP Yen. Le GBP Yen. Oui, donc voilà, il faut. Le Nikkei est en train de tester donc pile poil les sommets de. Alors bon, on n'est pas dans la séance asiatique, là c'est basé sur les contrats à terme, donc il faut se détendre, mais j'aurais tendance à croire que 18 100 points, les sommets de 2014, sont un niveau de support que vous pourriez par exemple, auquel vous pourriez vous intéresser la nuit prochaine. Là je m'adresse plutôt à ceux qui pratiquent le trading durant la nuit européenne, lors de la session asiatique, donc vous faites beaucoup de dollars des antipodes ou de yens, éventuellement du Nikkei. 18 093 points peut être un support exploitable en tant que précédent top de 2014. Mais prudence, parce que 18 003 sont les sommets de 2007. Si le Nikkei devait franchir ces sommets de 2007, je pense que cela se traduirait par des cassures de résistance sur certaines paires en yens, et notamment 184,20 sur le GBP Yen. Alors oui, justement, donc sur le Nikkei, je vous ai, je pense, largement répondu. Alors, bonjour Vincent. Vu la série d'excellents chiffres de l'économie US, la probabilité que l'euro-dollar monte ce soir à 20 h n'est-elle pas nulle? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Les récentes statistiques, elles ont été plutôt décevantes, mais globalement, le dollar index reste dans un range.
Le dollar américain il reste dans un vaste range entre 11 750 points. Et c'est vrai que d'un point de vue de fond, tant qu'on est au-dessus de 11 750 points sur notre indice ici, FXM, Dow Jones Dollar Index, c'est bullish. Et au sein de ce range, on fait un micro-range entre 11 769 et 11 810. Malheureusement, je ne connais pas le contenu des minutes de la Fed qui seront publiées ce soir. Et ne le connaissant pas, ce contenu, je ne sais pas comment va réagir le dollar américain ce soir. Par contre, on peut avoir ce soir un signal de trading qui permettra d'envisager des stratégies pour les prochaines semaines. Finalement, mon conseil, c'est quoi? C'est de ne pas s'exposer trop avant d'avoir pris connaissance de ce rapport. D'en prendre connaissance, de le comprendre et d'agir le lendemain. Alors, j'anticipe le commentaire qui serait du type « mais dans ces cas-là, c'est trop facile de dire d'attendre, etc. » Je vous invite à vous intéresser à ce qui s'est passé avec la livre sterling. La semaine dernière, nous avons attendu le rapport sur l'inflation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, et dans un second temps, nous vous avons proposé des stratégies haussières sur le GBP. Il y a donc tout à fait le temps de ne pas se précipiter. Alors, l'euro NZD. L'euro NZD, j'ai en effet un graphique qui n'est pas forcément hyper à jour, mais cependant j'en ai un. J'aurais tendance à dire que l'euro NZD il est plutôt en position sous les 1,52. Les 1,52 c'est une résistance. Alors forcément c'est pas la... Je vous réponds parce que il faut de toute façon... J'aurais plutôt tendance à dire que sous un 52 il y a un biais plutôt négatif sur l'euro NZD. Finalement les stratégies de vente sur l'euro NZD ça reste peut-être une des meilleures stratégies de carry trade, hein. Dès lors qu'on vend l'euro NZD avec un bon timing, à savoir sous résistance, en plus, on encaisse des rollovers. Bon, voilà, je dirais que les 1,52, ça reste pour le moment une résistance. Mais d'un point de vue chartiste, la forme du mouvement reste un peu compliquée. Mais je dirais que depuis le début du mois de février, on est plutôt ici dans un canal de baisse. On est plutôt... Voilà. J'aurais tendance à dire qu'on est dans un canal de baisse ici sur l'euro NZD et que les 1,52 sont une résistance. Donc on peut envisager une stratégie de vente sous 1,52 au contact des 1,52 avec un stop au-dessus, en envisageant à la fois la baisse du prix et puis bon, vous avez aussi ça, c'est vraiment la stratégie de carry trade quoi, qui reste bien en place. Qui reste bien en place, la vente euro NZD. Alors le Bund, alors honnêtement, a-t-on assisté à une envolée des rendements obligataires de l'Allemagne suite à l'incertitude grecque? La réponse est non. Sinon, le Bund aurait chuté. Donc je ne pense pas qu'il y ait réellement d'impact de l'évolution des rendements obligataires en Grèce avec ceux pratiqués en Allemagne. Alors bonjour Résus, en effet le cuivre je le suis. Le cuivre je le suis, au début je m'étais un peu emballé dans le sens où j'avais proposé une vue de marché en épaule, tête épaule inversée, avec une ligne de coup à 2,6350. J'ai vraiment, lorsque j'ai proposé cette hypothèse, on était ici. On était sur du 2,52, du 2,53. Donc ma vue de marché elle reste plutôt correcte, parce que le marché a gagné 10 centimes. Reste qu'il faudrait vraiment franchir les 2,63 pour avoir une accélération. Le GBP Yen, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors à l'1,41, vous avez du mal à trouver des points d'entrée intéressants sur le DAX. Et en effet, le DAX reste sous résistance, reste dans un range difficile à interpréter. Concentrez-vous plutôt sur le CAC ou le MIB ou des indices qui sont plus propres, le Nasdaq, le Nikkei. Mais c'est vrai que le DAX,
10 850, c'est un point. 10 850. Mais j'ai du mal avec le DAX. Alors, GBP AUD, les pétroles, allez. Vos questions, c'est parti. Alors, excellente question, GBP AUD. Alors voilà, GBP AUD, je me suis fait une vraie frayeur. J'avais mis en avant un support à 1,9668 en vous disant que c'était le support horizontal. Hier, j'étais très mal à l'aise sur le GBP AUD parce qu'on cassait mon niveau de support. Et je peux remercier la partie GBP. Donc, merci la Banque d'Angleterre et merci l'ONS parce que grâce aux pressions positives sur le GBP AUD préserve un important support à 1,9668 et nous pouvons, je pense, envisager un redémarrage de la tendance haussière. Alors, c'est en effet intéressant sur le GBP AUD. En fait, on a donné un signal ce matin, hein, voilà, en cassant ça. On est peut-être d'ailleurs sorti par le haut d'un espèce de wedge hein, sur le GBP AUD. Donc, désormais, nous avons, je dirais, un niveau de support. Non, franchement, ouais, c'est plutôt propre. Hein. En plus, on refranchit la neutralité là, donc il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage du GBP AUD qui va probablement revenir au contact des 1,99 sur le court terme. Alors là, la stratégie trading, c'est compliqué pour moi parce que le support était là. D'abord, on passe en dessous. On a finalement fait un piège sous les 1,9670. Lorsqu'on fait un piège baissier, généralement, on a assez vite le contre-pied haussier qui est très fort. Et c'est ce qui se produit ici sur le GBP AUD. Donc forcément, ça redémarre. J'y verrai davantage un mouvement propre au GBP que vous retrouvez aussi sur le GBP CAD, sur le GBP Yen. Bon, voilà, toutes ces paires de devises. Ou encore le GBP USD, hein, qui lui aussi est dans des starting blocks sous 1,5440 $. Alors, bonjour visiteurs, vous n'évoquez plus de stratégie intraday sur indice. Alors, on vous a si quand même de temps en temps on vous propose des stratégies sur certains indices. Sur les indices européens, je suis un peu mal à l'aise sur le court terme parce que j'aimerais avoir un... Mais écoutez, bon, tout à l'heure, voilà, sur le CAC, 4770, c'est un nouveau support. Hein, donc 4770, moi j'ai envie de dire, tant qu'on tient 4770, maintenant je vise la prochaine extension à 4839. Voilà. Alors bonjour Benoît, doit-on exploiter les gaps du VIX comme cette nuit? Alors malheureusement Benoît, je n'ai pas jeté un œil là à l'indice au VIX, donc et nous vous le proposons pas en fait à l'investissement, mais je l'ai pas, j'ai pas vu, je me suis pas dirigé vers le VIX ces derniers temps, difficile de tout suivre. Les indices US, le Nasdaq a notre préférence. Le S&P 500 fait des nouveaux sommets historiques. Vous le savez depuis hier, hein, 2100 points. Bon, là aussi c'est bullish, sauf qu'on s'en extrait pas encore de manière significative. Le Dow Jones, lui, n'a pas encore franchi ses sommets historiques. Donc, sur les marchés actions US, je préfère vraiment me concentrer sur le Nasdaq et je suis plus incertain. Sur le SP et le Dow, il faudrait réellement faire des grosses cassures haussières des précédents tops historiques pour relance, ce qui va peut-être intervenir. Généralement, le Nasdaq est en avance. Alors si le Nasdaq est à nouveau en avance, le SP 500 commence à 2100 points. Hier, ce sont des nouveaux sommets historiques. Le Dow Jones finira peut-être par réussir à confirmer, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors, Olivier, bonjour. Quand tu parles de cassure, sur quel intervalle de temps se baser? Alors moi ici dans mon émission, il s'agit des graphiques intraday en données 4 heures. Les cours de clôture ont lieu à 7h, 11h, 15h et 19h, heure de Paris. Et 23h bien sûr. Donc voilà comment je valide les signaux techniques en me basant sur 4 clôtures. Potentiellement ça peut faire pour un actif 4 signaux de trading par jour. Et je ne descends pas en dessous de cet horizon de temps. Par contre, j'ai toujours en tête les horizons de temps supérieurs. Ça, c'est majeur. Alors, où trouver le dollar index, cher Joseph? Eh bien, c'est tout simple, sur la plateforme. Alors, là, lorsque vous ouvrez un compte chez FXM, un compte démo ou un compte réel, par défaut,
vous avez l'US dollar index. Il est par défaut dans la liste des paires de devises. Si jamais ce n'est pas le cas ou si vous avez des difficultés à le trouver, vous contactez notre service client, on va vous montrer. Mais vous allez directement sur la plateforme, je vais vous la montrer, la plateforme, voilà, elle est là. Là, vous êtes face à un compte de démonstration et vous le retrouvez ici, l'US dollar index, dans la liste des actifs qui sont à votre disposition. Donc voilà, c'est tout simplement de cette façon-là auquel vous allez accéder. Ici, vous avez toutes les paires de devises et notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Vous allez donc le retrouver dans cette liste. Voilà donc comment vous pouvez y accéder. Il est juste là, voilà, US dollar. Donc par défaut, il est disponible sur la plateforme de trading. Voilà, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Merci d'avoir été attentif. Ce point de marché a été enregistré et sera sur notre chaîne YouTube dédiée FX France d'ici une demi-heure. À 18 h ce soir, un webinaire important sur une enveloppe d'argent virtuel qui est mis à votre disposition pour faire un panier de courses sur fxmapps.com, un magasin d'applications. Vous avez un panier, vous avez une somme d'argent mis à votre disposition pour pouvoir acheter entre guillemets des indicateurs qui permettent de personnaliser la plateforme FXM. Donc ça c'est à 18 h, on vous explique comment ça marche. Et enfin à 20 h, les minutes de la Fed. Pas d'émission spéciale ce soir, mais comptez sur nous pour interpréter le compte rendu et vous donner notre interprétation dès demain matin dans l'émission Good Morning CAC 40 de 9 h 15. Voilà, merci à tous.